Le nombre de participants n'augmente pas beaucoup plus. Du coup, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Déjà, merci à toutes et à tous de vous être connectés. En plus, c'est la rentrée, j'imagine qu'en termes d'organisation, là, c'est peut-être pas forcément toujours évident. Aujourd'hui, on va parler mesures RC dans les bâtiments, savoir qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui pourrait potentiellement être amélioré, enfin, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces espèces. Et on remercie l'ensemble de nos intervenants là, qu'on vous présentera juste après d'intervenir. Alors, je me présente Pierre Buzen, moi je suis de l'équipe de la CRERCO et donc je vais animer le webinaire avec Hugo. Je te laisse te Oui, présenter. donc bonjour à toutes et à tous, Hugo Alves, donc de la région Occitanie. Je fais également partie de l'équipe Crerco avec Pierre et on a le plaisir de vous accueillir pour le premier webinaire de cette année. Voilà, oui, parce qu'effectivement, donc il y en aura d'autres, hein, bien évidemment, des webinaires. Donc ça, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, pardon, sur LinkedIn. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Du coup, on est là avec vous jusqu'à 16 heures. Du coup, on va avoir un webinaire en plusieurs parties, enfin en deux grandes séquences, on va dire. La première, plutôt pour parler de manière générale des espèces d'hirondelles. Et ensuite d'application de la séquence ERC, donc avec une intervention de la LPO Occitanie et de la DREAL Occitanie. Ensuite, on aura un quart d'heure de questions. Donc là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hugo sera très attentif et puis ensuite les posera aux intervenants. Et on repartira sur une intervention à plusieurs voix du CSRPN Occitanie. Voilà, pour nous parler des éventuelles évolutions possibles et constats par rapport à la mise en place des mesures ERC par rapport à ces espèces. Écoutez, sans plus tarder, je vais passer la parole à Bruno Lay de la LPO Occitanie pour nous présenter tout simplement ces espèces, d'où elles viennent et nous balayer le contexte. Merci Bruno. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc Bruno Ley, administrateur à la Occitanie. J'ai le plaisir de commencer. Pierre, si je suis un peu trop long, tu me fais accélérer. Donc, pour commencer la structure, la LPO France, j'imagine que pas d'entre vous connaissent. La LPO a été créée en 1912, plus grande association naturaliste avec 80 000 adhérents et encore plus de sympathie. Près de 800 salariés et des milliers de bénévoles. Le siège administratif, je ne sais pas si je ne peux pas compter, mais enfin vous le voyez, il est positionné à Rochefort pour la LPO. Et la LPO France s'appuie sur les LPO dites en fait, régionales dans toutes les grandes régions françaises. Nous sommes la LPO Occitanie, c'est rural. On couvre les 13 départements de l'Occitanie avec on fonctionne en s'appuyant sur les délégations territoriales. On a un peu plus de 6 000 adhérents, un peu plus de 40 salariés et des centaines de bénévoles aussi. Et personnellement, je m'occupe principalement de la Haute-Garonne. Les hirondelles en France, il y en a 5 espèces. Hirondelle de rocher, hirondelle de rivage, hirondelle de rousseline. Voilà, on ne va pas trop en parler cet après-midi, on va parler plus principalement des hirondelles rustiques et surtout des hirondelles de fenêtre, en FIOD. Alors l'hirondelle de rocher, c'est une petite hirondelle, principalement dans les montagnes, Pyrénées, Alpes, 1 cm. Hirondelle de rivage, encore plus petite, je pense que c'est la plus petite hirondelle, 1 cm. Donc là, ça niche sur des petites falaises de terre, de rivage. En Occitanie, il n'y en a pas beaucoup. Néanmoins, dans les gravières, des suivis d'hirondelles de rivage, sur gravière. Alors, excuse-moi Bruno, je vais juste te couper un petit instant parce que je vois qu'à l'écran, est-ce que vous voyez quelque chose avec marqué Jessica avec un trait dessus ou pas? Ou pas du tout? Et il y a un Jessica là, Alors attendez, je vais juste arrêter le j'ai partage et mis, essayer de redémarrer pour avoir quelque chose de... ah, Hop. c'est gênant.
Allez, attendez. On est hacké par... Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez l'écran là? Ça a Ouais, c'est disparu. mieux. Bon, Ça a impeccable. disparu pour Je suis moi. vraiment désolé, Bruno, mais comme ça, au moins, c'est mieux pour suivre. Allez, je te laisse continuer. On va passer. Donc la suivante, euh, hirondelle rousseline. Donc la méditerranéenne, comme vous pouvez voir, Porto méditerranéen, avec un nid un peu spécial, qui a un petit couloir d'entrée. Et pour la différencier, ben, on a la partie rousse sur la nuque et sur le bas du ventre. Euh, La rustique, plus proche de nous, et la rustique, ben, c'est la plus grande, une vingtaine de centimètres. Donc caractéristique avec sa gorge rouge et sa queue très très effilée. Elle, on la retrouve partout en France et elle est publiée dans les écuries, dans les étables, dans les fermes. Et la petite dernière qui va nous occuper cet après-midi, l'hirondelle de fenêtre, donc la plus citadine. Elle est plus petite, 12 centimètres à peu près, 15 grammes. Donc là, on la trouve un peu partout, en ville, des villages, des églises, des vieux bâtiments, mais aussi dans les grandes villes, où il en reste quelques-unes. Voilà pour les hirondelles. Euh, en, Cet après-midi, c'est reproduire, nicher pour se reproduire. En clic, le premier carré, c'est les hirondelles de fenêtre qui nichent sous les avant-toits. Donc vous pouvez voir ces nids ouverts et de manière très caractéristique le blanc de l'hirondelle de fenêtre, gorge et ventre. On voit un peu moins souvent l'hirondelle de rustique qui, le nid est plutôt un bol, dans les granges et dans les étangs. Sur la d'après, pourquoi on est là? Pour essayer de sauver les hirondelles. La situation est, on va dire, dramatique. Vous connaissez l'effondrement de la biodiversité, je pense qu'on en entend parler tous les jours maintenant. Pour les oiseaux, ce sont des millions d'oiseaux qui ont disparu ces 40 dernières années. Vous pouvez voir dans le coin en haut à gauche, oiseaux forestiers avec le déclin. À gauche toujours, mais en bas, alors oiseaux des milieux agricoles, là c'est un effondrement énorme. Près de 60% du déclin est dans l'espace. On en parlera pas cet après-midi. Et les oiseaux urbains, 28% de déclin ces 20 dernières années, là, donc, fort déclin. D'autres, je vais passer. Donc, de manière générale, le déclin pour les oiseaux, c'est 25%. Et là, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est 28%. On va zoomer un petit peu après. Comment on sait ça? C'est grâce au suivi temporel des oiseaux communs. Donc ça, c'est un instrument qui a été créé par le Muséum d'histoire naturelle en 1980. Tac. Suivi temporel des oiseaux communs. Donc, on ne fait pas du dénombrement, mais on fait du suivi grâce à un protocole que chaque observateur suit chaque année sur du long terme. Comment dire de mieux. Non, juste un instant, ce protocole, c'est chaque observateur se voit attribuer un carré de 2 km fois 2 km. Fait trois passages, un passage au mois de mars, un autour du mi-mai et puis un en juin. Et sur ces passages, il y a 10 points d'écoute. Et c'est en faisant les passages toujours aux mêmes dates, toujours dans le même ordre, toujours avec le même protocole, qu'on peut en déduire des statistiques. Et les cours que vous avez vus tout à l'heure, c'est le résultat du Muséum d'histoire naturelle. Le stock est co-géré Muséum d'histoire naturelle et LPO en France. Change d'après. Donc là, je zoome sur nos fameuses hirondelles. Donc l'espèce Inféodéobatie, c'est le marron à moins 27,6, je disais 28 tout à l'heure. Et quand on zoome un peu plus, donc hirondelle de fenêtre, un déclin à moins 25% en France, en bleu, et moins 42% en Occitanie. Vous voyez une chute énorme.
Hirondelle rustique, c'est un peu moins pire, moins de 32% en Occitanie, les fameux 28% en général. Alors j'ai regardé un peu en Europe. L'hirondelle de fenêtre, la population serait stable. Et l'hirondelle rustique, là, on a à peu près en termes de. Et quand je parle de l'Europe, c'est l'Europe des 28 pays et c'est organisé par BirdLife. La planche. Allez, voilà. Alors, clic, cause de déclin, première cause, diminution. Première cause sur cette planche, je ne sais pas si c'est une priorité, mais quand même, si c'est la nourriture. Diminution des insectes, cause principale, l'agriculture intensive, l'usage des pesticides, disparition des haies. Donc l'hécatombe sur la biomasse des insectes, moins 60. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus de. Il y a toutes les destructions volontaires, puisque un oiseau qui est inféodé au bâti, nos compatriotes. La disparition des habitats, on va en parler tout l'après-midi, l'accès aux granges, mais aussi l'accès aux bâtis, avec la rénovation des bâtiments pour différentes causes de travaux. Ça font disparaître les nids. Et dernier point, un petit peu réchauffement climatique, dérégulation climatique, hiver sec, le manque de boue à cause du goudronnage partout, mais aussi de la sécheresse. Et quand les hirondelles reviennent, souvent du mal à trouver de la boue. Ils sont obligés de faire 500 mètres, 1 kilomètre pour aller chercher la boue, ce qui est épuisant quand on revient de migration. Je vous ai mis en dernière page, je pense, une image. Vous vous rappelez, pour les gens de mon âge, autrefois il y avait des insectes sur les pare-brises, clic, et maintenant, donc 75% de la biomasse des insectes ailés qui a disparu en 30 ans. Alors, pour les pare-brises, mais c'est pas bien. Et puis la rénovation des bâtiments, alors là, rénovation énergétique massive, différentes climat, résilience, programme de rénovation, on va en reparler un petit peu plus. Donc en améliorant l'isolation thermique des bâtiments, on supprime toutes les cavités et les possibilités de nicher pour accrocher des nids pour les difficile conciliation entre la transition énergétique et la préservation de la vie. Et dernière page. Donc pour aider à tout ça, un moyen, c'est des projets, des recensements qui sont nés un petit peu partout en France, dans plusieurs régions, et qui finalement ont été assemblés dans un programme qu'on appelle Biobat. Donc c'est pour améliorer la connaissance sur la présence des nids d'hirondelles et de martinets, cartographier les colonies, constituer une base de données, toutes nos informations sont saisies dans la base de données, et une base de données qui soit opposable aux acteurs de l'urbanisme pour préserver les sites. Comment ça se passe? Les différentes LPO locales collationnent les données existantes et aussi organisent des prospections. Les principales communes de chaque département coordonnent les bénévoles, on les promène dans les rues, on leur apprend à trouver les nids d'hirondelles et à les recenser selon le protocole. Et donc petit à petit, on constitue une base de données de nids pour les hirondelles de fenêtre principalement, pour les hirondelles rustiques. Base de données, on les transmet aux mairies, on les transmet à l'OFB, on les transmet à l'Adréal, pour que chacune des entités à son échelle puisse préserver ses colonies. Et de temps en temps, au fil du temps, on s'est rendu compte que nos bénévoles, sensibilisés à la cause, surveillent leurs colonies et donc naturellement font des rappels à la loi et des signalements auprès soit de la mairie, soit de la LP, soit de l'OFB, un peu tout. Au-delà de recenser, on a déjà activé la surveillance. Et une belle image de hirondelle de fenêtre à gauche et hirondelle rustique entre. Je vous remercie. Alors les hirondelles, la grande chance qu'on a, c'est qu'elles mangent beaucoup, beaucoup de moustiques. Donc les gens qui ont des moustiques autour
chez eux devraient tous nous aider à recenser et à aider les hirondelles. Tout à l'heure pour les questions. Bah, merci Bruno pour cette présentation du contexte. Donc avec des populations qu'on a vu en net déclin et avec des causes multiples. Et du coup, on va surtout se recentrer sur celles liées au bâtiment. Et on va tout de suite laisser la parole à Frédéric Marie de la Dreal Occitanie. Attends, hop, voilà, qui est chargé de mission, la Dreal Occitanie, sur le site de Toulouse. Je te laisse la parole, Frédéric. Merci Pierre, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je suis chargé de mission. Je fais des dérogations espèces protégées. J'en parlerai un petit peu plus tard dans ma présentation. Parce qu'en l'occurrence, j'accompagne les porteurs de projets qui font des projets de rénovation de bâtis qui peuvent impacter donc sur la partie ouest de notre région, hein, les 8 départements le plus à l'ouest de notre région. Parce qu'on est en 2 pôles sur la Dréal, un sur le site de Montpellier et l'autre sur Toulouse. Et donc moi, je suis basé sur Toulouse. Du coup, cette première diapo permet effectivement de faire le lien avec la présentation de Bruno. D'ailleurs, c'est une production de la LPO au niveau national pour effectivement remontrer, je dirais, l'utilisation de nos bâtis qui ont une vocation première finalement à nous abriter à nous, mais qui nous ont permis effectivement de faire une coévolution avec un groupe d'espèces qui se sont rapprochés effectivement de nos lieux de résidence et qui utilisent effectivement les aspérités, cavités et structures de nos différents bâtis, qui ont effectivement indiqué Bruno, ont diminué depuis, parce qu'effectivement on se retrouve avec des façades à présent sans avancée de toit, et bon, du coup ça peut poser effectivement quelques problèmes en termes d'espèces protégées, de ce point de vue-ci. Diapo suivante, parfait. Donc parmi ces espèces qui effectivement cohabitent sur nos bâtiments qui ont été, qui utilisent eux-mêmes des ressources naturelles. Bois, pierre, béton, c'est issu effectivement du sable et donc du coup que des ressources naturelles. Et donc il y a une prise de conscience au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'effectivement toutes nos intelligences n'étaient pas forcément focalisées sur la partie, je dirais, guerroyante, mais effectivement on s'est aussi rendu compte que nos activités, qu'elles soient économiques et même du coup démographiques, pouvaient avoir un impact sur nos ressources naturelles. Et donc, on a eu d'abord dans le monde scientifique, écologique, naturaliste, pas encore écologique, mais plutôt naturaliste, une prise de conscience effectivement progressive là-dessus. Je vais citer seulement un document, Penser comme ma montagne d'Aldo Leopold, donc on est de 1944. Et effectivement, ça a eu un relais au niveau politique où on a des premières décisions et premiers accords, même internationaux, à partir de fin des années 60, début des années 70. Donc au niveau international, donc là en l'occurrence, on a toute une armada effectivement de conventions internationales de 73 jusqu'en 82, avec la CITES pour le commerce des espèces, pour certaines populations effectivement qui étaient en chute libre parce que du coup surexploitées. Convention de Berne, où là du coup on avait c'était pour une liste d'espèces mais au niveau européen. Convention de Bonn pour les espèces migratrices, qui du coup nécessitait effectivement un statut international, parce qu'effectivement les espèces utilisaient des espaces administrativement distincts, différents pays. La France n'était pas en reste, parce que du coup on a la création du ministère de l'écologie, elle est de 1971, soit avant les fameux textes internationaux que vous avez là. Et la loi protection nature, qui nous occupe au niveau national, qui elle est de 1976. Mais du coup, on est dans la même mouvance. Pour ce qui est européen, effectivement, toutes les conventions ont ensuite été déclinées en directives, qui ont ensuite été retranscrites dans notre droit national. Les espèces protégées, elles sont du coup désignées suivant leur état de conservation et basées sur le risque d'extinction qu'il peut y avoir dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a prise de conscience un peu comme pour les vitamines, elles existent, mais on ne peut pas reproduire artificiellement les services écosystémiques qu'elles peuvent nous rendre. Et donc du coup, nécessaire, c'est du patrimoine, elles sont à protéger. Donc là, ça c'est l'UICN, effectivement, qui fait le suivi et qui classe les espèces suivant leur degré d'extinction. Au niveau national, donc, comme je vous disais, effectivement, on en fait une liste, et donc par taxon, vous avez un arrêté ministériel qui est rattaché, donc celui de 2009 pour les oiseaux, de 2007 pour les mammifères, et ainsi de suite.
Donc là, nous, effectivement, pour le sujet qui nous occupe en l'espèce, les hirondelles, on est rattaché du coup à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Le fait qu'elles soient listées dans ces arrêtés ministériels, à ce moment-là, du coup, elles sont dans le cadre de protection du L 411 du Code de l'environnement. Donc là, je vous en fais juste un extrait, mais qui finalement empêche de faire tout ce qui pourrait nuire aux individus et à leur habitat. Donc détruire intentionnellement, capturer, mutiler, enlever les animaux, parce que du coup, ils ne participent plus à ce moment-là, du coup, à la reproduction suivante, perturber et détruire, altérer, dégrader également les sites de reproduction. Donc là, c'est ce à quoi, effectivement, on va regarder quand on est en train de soit de démolir, soit de réparer nos bâtis, détenir, transporter, naturaliser, qui nous concerne moins. Et donc, comme c'est du coup prévu dans le Code de l'environnement, c'est également réprimé. Et si effectivement on ne respecte pas le cadre de protection de ces espèces, à ce moment-là, du coup, effectivement, on peut risquer jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Néanmoins, comme je vous le disais, effectivement, on cohabite avec ces espèces protégées, on fait partie intégrante de ce monde naturel, d'accord. Et donc, effectivement, on peut avoir nécessairement des activités qui peuvent porter atteinte à ces espèces. Et donc, du coup, il est prévu un deuxième article qui permet de déroger exceptionnellement à ces fameuses interdictions qui nous empêchent tout. Donc là, quand on est porteur de projet et qu'on a au moins un individu d'une espèce protégée, à ce moment-là, du coup, on part sur de la dérogation espèce protégée. Merci Pierre. Cette dérogation espèce protégée, du coup, elle se fait en plusieurs étapes. Effectivement, donc comme l'a indiqué Bruno tout à l'heure, le premier levier que l'on a, c'est d'améliorer la connaissance. Donc, il faut faire un diagnostic, effectivement, de son bâti pour repérer la présence-absence de ces espèces et de la capacité d'accueil que peut avoir notre bâti. À ce moment-là, une fois qu'on a fait ce bilan-là, on évalue les impacts que peuvent induire nos projets. Donc là, ce sont des principes qui ont valeur constitutionnelle. D'accord, c'est la charte environnement qui est de 2005 et qui a introduit qu'effectivement que toute personne qui doit prévenir impérativement, c'est qu'elle doit éviter les atteintes qu'elle est susceptible de provoquer par son activité. D'accord. Et si elle cause des dommages, à ce moment-là, du coup, elle doit contribuer à sa réparation. D'accord. Et celui-ci, effectivement, doit être évalué et proportionné afin de pouvoir parer à la réalisation du dommage. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir 0 perte nette. Donc, vous avez un petit graphique du coup sur la droite qui vous montre qu'effectivement, donc les travaux ont un impact brut. D'accord, c'est qu'on ne prend strictement aucune précaution. D'accord, et effectivement, du coup, on estime que l'impact est mesuré et de cette valeur-ci. À cela, du coup, on va essayer de réfléchir à tout ce que l'on peut faire pour éviter cet impact. D'accord, donc sur une partie au moins, voire peut-être même l'ensemble. Mais à ce moment-là, du coup, on va pouvoir réduire cet impact brut. Une fois que cet impact brut est évité en partie, à ce moment-là, on va chercher tout ce que l'on peut faire pour réduire l'impact. D'accord. Et généralement, mais pas tout le temps, on en parlera. À ce moment-là, du coup, une fois que toutes les mesures de réduction sont balayées et du coup mises en œuvre, il peut rester éventuellement du coup un impact résiduel, et c'est là que rentre la dérogation. C'est-à-dire que la dérogation n'est jamais admise, n'est jamais acceptée sur l'impact brut, mais bien sur les impacts résiduels. Et à ce moment-là, cette compensation, effectivement, doit être même supérieure à l'impact résiduel. C'est-à-dire qu'en fait, on doit apporter du bénéfice pour l'espèce in fine. C'est ce qu'on appelle l'effet net qui doit être positif. Merci. Donc pour le dépôt de la dérogation, donc là c'est le L411.2 que je vous ai évoqué tout à l'heure qui permet de déroger à toutes les interdictions que je vous ai évoquées au tout début au L411.1. D'accord. Donc elle doit rester exceptionnelle, ce que je vous disais là, parce qu'on est sur du régime de dérogation et non pas de déclaration autorisation, mais bien sur la dérogation. Et il faut vérifier effectivement qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante que celle de faire l'action qui peut porter préjudice au moins en partie aux espèces, et que les opérations projetées finalement ne portent pas atteinte à l'état de conservation global de la population locale. Et une condition cumulative supplémentaire, c'est qu'elle doit répondre à des raisons impératives d'intérêt public majeur, avec 5 catégories qui sont prévues par cet article. Et celui qui nous occupe, en l'occurrence pour la rénovation de bâtiments, c'est le cas C, dans l'intérêt de la santé, sécurité publique, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, dans lequel rentre effectivement, ce qu'a évoqué tout à l'heure Bruno, les isolations, par exemple, la loi énergétique, et amélioration effectivement de nos consommations. Pour le déroulé d'une demande de dérogation,
Donc, une fois que vous avez fait le diagnostic préalable, on regarde effectivement si il n'y a pas d'environnement favorable, pas de cavité, d'accord, par exemple. Et à ce moment-là, du coup, on peut lancer les travaux, parce qu'effectivement, du coup, il n'y a pas d'enjeu espèce protégée, même susceptible d'être favorable pour les espèces. Si il y a présence d'individus ou traces de présence, à ce moment-là, du coup, on va rentrer. Alors, soit on fait de l'évitement et on abandonne les travaux, mais pour du bâti, on a besoin effectivement de l'entretenir, ce bâtiment, pour qu'il puisse rester ainsi, et de proposer du coup aux espèces protégées. Donc du coup, on admet qu'effectivement, du coup, si les travaux ne sont pas faits, on perd de toute façon l'habitat parce que le bâti va être tellement dégradé qu'à un moment il va s'écrouler et que du coup, ce sera intéressant pour personne, y compris les espèces protégées. Analyse des travaux, à ce moment-là, on évalue leur impact à faire ces travaux-là. Et à ce moment-là, on fait un diagnostic détaillé où là, on regarde quelles sont les périodes de sensibilité. Enfin, on va les dérouler un petit peu après. Mais on regarde à ce moment-là, du coup, où sont les points d'enjeu ou les points d'impact, et on va essayer effectivement de proposer à ce moment-là des mesures de réduction. In fine, si à la fin, donc, on a ces fameux impacts résiduels, à ce moment-là, on propose à l'administration un cortège de mesures de compensation pour pouvoir avoir à la fin un effet positif net. Et à ce moment-là, seulement après décision, on peut lancer les travaux. Merci Pierre. Tu peux y aller. Donc là, c'est un dossier administratif, demande de dérogation. Vous pouvez déposer les CERFA, donc vous avez 2 couleurs de chaque côté. L'un, si effectivement on touche aux individus, c'est celui qui est en fond orangé, et l'autre, les sites de reproduction, c'est-à-dire les nids, en l'occurrence, où là, du coup, vous aurez le formulaire bleu. Vous transmettez du coup le diagnostic rempli avec ces CERFA, d'accord, donc là vous avez remis les numéros, et vous vous présentez effectivement du coup parce que vous vous engagez à effectuer comme mesure d'évitement, de réduction et de compensation. Ces démarches peuvent être faites également de manière dématérialisée sur le site Démarche numérique. Donc là, vous avez le lien juste en bas. Et dans le cadre de la dérogation espèces protégées, par défaut, en fait, il y a l'administration analyse et échange avec vous en amont pour que le dossier soit le plus complet possible. Ensuite, on transmet nécessairement à un conseil scientifique qui peut être régional ou national suivant les espèces. Donc là, en l'occurrence, pour les hirondelles, c'est le conseil scientifique régional, d'accord, les patrimoines naturels. Et en l'occurrence, si vous avez moins de 10 nids à l'heure actuelle, moins de 10 nids d'espèces hirondelles de fenêtres sur votre bâti qui peuvent être concernés par vos travaux, à ce moment-là, du coup, on allège un petit peu la procédure d'instruction qui dure environ 4 mois normalement. Là, du coup, on peut s'affranchir, parce qu'on a eu cet accord préalable du conseil scientifique, on peut s'affranchir de la consultation du conseil scientifique et donc du coup gagner 2 mois d'instruction. D'accord ? Mais c'est un cas bien particulier et le mieux, c'est effectivement de déposer un dossier avec en tête à peu près entre 4 et 6 mois d'instruction. Il faut toujours anticiper parce qu'on a toujours des échanges amont qui peuvent éventuellement effectivement du coup faire améliorer le projet. Pour les espèces protégées, donc il faut bien respecter ce que je disais tout à l'heure, la séquence, éviter, puis on réduit, et enfin on compense quand on peut vraiment rien faire d'autre. D'accord ? Et enfin, on peut faire des mesures d'accompagnement qui permettent à ce moment d'améliorer l'effet net positif derrière. Donc là, voici quelques exemples d'actions. Pour l'évitement, on va préserver en fait au maximum l'existant. Donc lorsqu'on fait un ravalement de façade, on protège les nids, soit avec une bâche plastique, d'accord, pour les projections, éviter les projections, soit avec des coffres, vous voyez du coup là sur la gauche, voilà, des coffres qui protègent effectivement les secteurs où se trouvent les nids, et à ce moment-là, on traite la façade sans prendre le risque finalement d'avoir une projection ou un coup d'outil sur les nids qui peut les faire se détruire. On peut carrément préserver, du coup, éviter effectivement de travailler sur une zone en dessous de 30 cm en dessous des nids, et on fait le reste de la façade effectivement qu'on peut retraiter. On garde effectivement une surface d'accroche qui soit favorable. Il faut un grain, donc en termes techniques, c'est K1, pas en dessous. Et alors ça c'est plutôt une mesure de réduction, mais l'attractivité du site, effectivement, où on installe des dispositifs sonores qui permettent d'attirer les oiseaux, même si on a modifié du coup l'aspect de notre bâti, qui permet quand même malgré tout d'attirer les oiseaux, artificiellement, hein, bien sûr au départ, par des cris de repos. En mesure de réduction, c'est-à-dire que les travaux sont à faire, mais pas n'importe quel moment dans l'année. Il y a des périodes de sensibilité en fait qui correspondent à la repro, donc construction des nids et élevage des jeunes, et ça démarre à partir du 1er mars et ce jusqu'au 1er octobre inclus.
D'accord. Donc là, on voit effectivement, par exemple, pour le martinet noir, qui est une autre espèce, effectivement, hein, là où du coup on a une période de sensibilité un petit peu plus courte, mais par défaut, on gardera du coup celle du 1er mars au 1er octobre. Et enfin, du coup, les compensations. Donc Bruno en a un petit peu parlé, avec la pose de nichoirs sur les façades. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque nid détruit, il faudra compenser par au moins 3 nids par unité. Alors, nid détruit, qu'est-ce que c'est en Occitanie? C'est en fait, on va dire plutôt une unité unité de nidification. C'est un nid qui est entier, dégradé et également amorcé. On les dénombre tous, on multiplie par 3 et ça correspond du coup à notre nombre de nids à installer en compensation. On les installe effectivement sur des lieux favorables, donc là il vaut mieux être suivi effectivement par des naturalistes qui connaissent ça, voire des écologues, ingénieurs écologues. Donc là vous avez différentes caractéristiques de pose que vous avez sur la droite et quelques photos effectivement de nids à installer sur la gauche. Donc là en bas effectivement cette grande façade, c'est un particulier qui a installé les nids donc au Fousseret en Haute-Garonne. Voilà, donc qui est installé effectivement entre les chevrons, ces fameux nids à plat. Les mesures de compensation, du coup, quand effectivement on se retrouve avec un nombre de nids multiplié par 3 à installer, parfois le bâti ne suffit pas à accueillir. Et donc là, du coup, on doit soit chercher des solutions effectivement d'installation en déporté, c'est-à-dire dans un environnement très proche, et soit donc là vous les avez à droite, soit par tour, soit carrément effectivement pour l'occurrence les hirondelles rustiques, une sorte de forme de grange que vous avez là. On en parlera, enfin, je laisserai sa peine effectivement pour faire les retours d'expérience dessus. On a également effectivement ce qu'a évoqué Bruno, la première cause de déclin de ces espèces hirondelles, c'est effectivement l'écroulement des populations d'insectes desquelles elles se nourrissent. Et donc là, en l'occurrence, on prépare des parcelles en prairies de fauche tardive pour justement développer les insectes qui permettront de nourrir de façon viable les colonies d'hirondelles. Par ailleurs, effectivement, comme l'indiquait Bruno, avec les sécheresses effectivement qui augmentent, à ce moment-là, on prépare des marabouts dans le secteur effectivement de prospection des hirondelles pour qu'elles puissent avoir la matière pour fabriquer elles-mêmes leur nid. Voilà. Et donc du coup, je vous remercie pour votre attention en présentant ce petit panel. Je pense avoir tenu à peu près mon temps. Et je vous remercie. Eh ben, merci à toi, Frédéric. C'était parfait. Donc, le rappel de la réglementation des principales mesures, notamment de compensation qui sont proposées. On va prendre le temps des questions. Du coup, Hugo, n'hésite Oui. pas. Ouais, tout à fait. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Donc, il y a Madame Martel qui demandait qui était basé sur Montpellier côté Dréal. J'imagine sur l'instruction, notamment des dérogations sur le bâti. Est-ce que tu as un interlocuteur à nous proposer, Frédéric? Oui, il y a une adresse mail. Donc après, c'est mes collègues qui le gèrent et ça dépend de leur propre dispo. C'est dbe.de@développement-durable.gouv.fr. Donc DBE pour division biodiversité Est, .de pour direction écologie. Et après, sinon, ce que je ferai, c'est que je vous donnerai du coup l'adresse mail pour que vous puissiez prendre le contact directement sur cette boîte générique, mais qui forcément aura quelqu'un derrière. Super, merci beaucoup. Ensuite, il y a Monsieur Cordelier qui nous demandait finalement quelle était bien la proposition du CSRPN, car il nous disait que même pour peu de nids détruits, leur préservation est indispensable compte tenu de la situation critique des espèces. Alors, je ne sais pas si Frédéric, tu peux apporter une réponse ou si la réponse sera donnée en suivant par le CSRPN, donc pour mieux comprendre la doctrine du CSRPN. Mhm. Magali, est-ce que tu veux faire une incise avant Ou- de ou- détailler plus loin? Oui, si vous voulez, enfin, je comprends tout à fait la remarque. Et effectivement, on n'était pas totalement satisfait de cette première proposition, doctrine ou autosaisine du CSRPN. Et vous allez voir que, en fait, tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'on a évolué là-dessus et on en reparle, effectivement. Très bien. Merci Magali. Nous avons également une question sur le suivi post-travaux. Donc, comment était effectué ce suivi pour vérifier l'efficacité des mesures compensatoires? Est-ce que Frédéric, tu peux nous donner quelques compléments d'information? Oui. Alors, dans les décisions prises,
En fait, il y a toujours un rapport de suivi qui est consigné, en fait, qui est prescrit dans nos décisions. C'est toujours assorti cette partie-là. Donc, en fait, on a un rapport à minima annuel, enfin, on a un rapport de mise en œuvre, et ensuite un rapport annuel de suivi de ces espèces qui doit être fourni et transmis du coup par le porteur de projet. Par ailleurs, au-delà du coup de ces documents administratifs, on a depuis 2024 inclus l'ADREA de l'Occitanie, du coup, c'est pourvu d'un plan de contrôle, donc en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, qui assure des contrôles terrain. Donc ça, c'est l'OFB, c'est la partie effectivement OFB, où ils vont contrôler in situ la mise en œuvre et l'efficacité des mesures mises en œuvre. Et on a également du coup des contrôles bureaux qui sont effectués par les collègues instructeurs. Et donc là, on est à peu près à une cinquantaine. L'année dernière, on a 53 contrôles qui ont été effectués. Et en 2024, on était à... attendez, je vérifie juste. 2024, on était à 49. Voilà. On était à 49 contrôles terrain plus bureau. Donc il y avait une plus grande proportion de contrôles bureau. Et cette année, enfin l'année dernière, du coup, on avait plus encore de contrôles terrain, parce qu'on avait eu 36. Voilà. Donc c'est ce qui Très bien. permet effectivement avec un tirage aléatoire de pouvoir faire ces contrôles et de vérifier effectivement le suivi. Très bien, super, merci. Une question qui s'adressait à Monsieur Lay, donc pour la LPO. Est-ce que donc la LPO participe au diagnostic préalable avant travaux? Et si oui, est-ce gratuit pour des copropriétaires ou est-ce une prestation que la LPO peut-elle faire? Et elles sont. LPO fait diag préalable. Oui, on peut faire des diag préalables si on nous les demande. Est-ce gratuit? Ben non. On voit un salarié faire un inventaire sur un bâtiment, on va faire un devis, la taille, cité des lieux. Très Et bien. enfin, par rapport au prix du bâtiment, c'est une... Donc c'est bien une prestation. Nous avons une question sur les retours d'expérience concernant les nichoirs artificiels en tourelle. Pour savoir donc quel est le niveau d'efficacité de ce type d'installation. Alors c'est un élément qu'on verra peut-être un peu plus dans le détail avec le CSRPN tout à l'heure. Peut-être qu'on peut se garder cette question pour tout à l'heure, sauf si Jean-Louis veut en parler maintenant. Mais je vous propose qu'on garde cette question pour tout à l'heure, si ça vous va. Oui, c'est mieux de la garder, oui. Parce qu'on reviendra sur plusieurs types d'installations dans les tourelles. C'est une excellente question. Et puis, une question sur les PLUI, effectivement. Donc, est-ce que la phase d'évitement, j'imagine, hein, est vue à travers la planification, notamment, donc les PLUI. Donc, c'est effectivement un des sujets qui fera l'objet du prochain webinaire. On en parlera en toute fin de présentation. Donc c'est effectivement ce qu'on verra très bientôt dans le cadre d'un nouveau webinaire. Alors, je regarde les autres questions. Euh, Est-ce qu'il existe des aides pour réaliser ces diagnostics et la réalisation des préconisations pour les copros, notamment si on doit recourir à une prestation? Alors là, je ne sais pas si peut-être que Frédéric a des informations ou Monsieur Lay. des aides pour réaliser les diagnostics. Alors, Ça Oui, il y dépend en de la a. taille de la copropriété, hein, si c'est une Ça maison dépend de seule, l'endroit. ben, on peut faire assez vite, dans une journée. Après, pour la réalisation, oui, il y a des guides qui existent. Parce qu'on parlait plus d'aides financières. ouais. Est-ce qu'en gros, est-ce qu'il y a des aides financières pour des copropriétés Ah, en Hmm. Occitanie? aide financière, ça, c'est une autre Ouais. Frédéric, tu disais que ça document. dépend de la Je sais pas, localisation. je sais pas. Tu peux nous préciser un peu plus, peut-être? En fait, oui. Oui, il faut se renseigner auprès de votre de mairie. Mairie et communauté de communes. Il peut exister effectivement des dispositifs d'aide dessus. Mhm. Mais voilà, On c'est avait vraiment là où vous habitez, quoi. D'accord. On avait une question notamment à destination d'Adréal. Quelle est la durée
moyenne prescrite en cas de compensation. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice sur les arrêtés, de savoir quelle était la durée moyenne. En compensation, on est sur 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 30 ans, il faut que les structures, surtout quand elles sont déportées, il faut qu'on puisse s'assurer effectivement l'entretien des structures déportées. Et ça sur 30 ans, à minima. Par contre, les suivis, généralement, sont plutôt sur 5 ans. Voilà. Si on est sur de la compensation, hein, c'est-à-dire que les 5 premières années, et ça peut aller au-delà si en l'occurrence notre compensation ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement les oiseaux ne recolonisent pas de façon suffisante les structures qu'on avait mises en compensation, qu'on leur avait proposées, c'est que du coup, il doit y avoir des paramètres effectivement qu'on n'a pas forcément pris en compte, et donc là du coup, il faut qu'on reteste et qu'on redéplace. Et donc on repart à nouveau. C'est pour ça qu'on est aussi sur 30 ans en termes d'entretien. Pour Mm. garder en fait, ça serve en fait de point déporté et qu'après puisse recoloniser naturellement les autres sites. Monsieur Cordelier qui demandait s'il y avait des documents à destination des élus ou des habitants qui doivent rénover. Donc effectivement, il y a un certain nombre de guides qui existent. On vous fera l'exposé un petit peu tout à l'heure, mais notamment un guide de la LPO sur le bâti qui est très très bien fait et qui donne les éléments un peu essentiels sur ces documents. Et puis dans le chat, vous avez des questions-réponses de personnes qui indiquent des moyens de financement, donc notamment l'aval agglomération, qui conditionne certains financements, et certaines aides. Et puis, je regarde s'il y a d'autres questions. On a une remarque de Madame Jacquet qui nous indique que pour les suivis, cela paraît peu sur 5 ans, même si on montre que ça semble marcher au début. Faire sur 30 ans serait sûrement mieux, donc dans le cadre des suivis, mais peut-être pas tous les ans ou tous les 2 ans, en interrogation. Je ne sais pas si ça appelle une réaction de Frédéric. Euh, oui, en fait, enfin, on est vraiment sur du compromis, où effectivement, au niveau écologique, je rejoins totalement Mme Jacquet, effectivement, sur les 30 ans, surtout quand on est sur des compensations lourdes. Là, on parle que de nidification, mais où là, du coup, c'est pas nécessairement les travaux qui impacteraient au-delà des 5 ans, mais plutôt d'autres paramètres comme le réchauffement climatique, qui effectivement font modifier l'installation des oiseaux sur les différentes façades suivant leur orientation. Après, on était sur du sud-est, là maintenant on voit même maintenant des nids vers le nord plutôt, en orientation nord. Donc oui, et après c'est une question de compromis. Ce que j'indiquais effectivement sur une des diapos là au tout départ avec la charte environnement, c'est qu'il fallait que ce soit proportionné en fait au projet. Donc il faut savoir que le suivi a un coût, surtout quand on fait appel à un prestataire. Et donc là après il faut quand même malgré tout que ce coût-là soit proportionné vis-à-vis des travaux effectués. Très bien. On a une question d'un collègue de la DREAL Occitanie, Olivier Richard, qui nous demande donc il précise qu'on parle là des projets de réhabilitation d'un bâtiment, mais j'imagine que pour les projets de démolition-reconstruction, la démarche ESC, pardon, reste la même. Donc Frédéric, la réponse est oui. Absolument. Il y a des projets de démolition, effectivement, soit qui ont avorté, parce qu'effectivement, il y avait d'autres solutions pour être proposées que la destruction pure simple. Très bien. Alors, est-ce qu'il reste des questions qui n'auraient pas été traitées ou de nouvelles questions que vous souhaiteriez soumettre à nos intervenants? Sinon, Pierre, maître du temps, va peut-être reprendre la main. Ouais, du coup, eh ben, écoutez, on va continuer avec des interventions là, à trois voix du CSRPN. Du coup, je vais passer la parole à Magali et Stéphane Aulagnier, qui vont à la fois déjà peut-être nous représenter ce qu'est le CSRPN, puisque autour des écrans, tout le monde n'est peut-être pas au fait sur ce que fait exactement le CSRPN. Et bah, vous allez nous présenter aussi ce qui, d'après la littérature scientifique, les stages que vous avez menés et autres choses que vous avez regardées à gauche à droite, savoir ce qui marche et ce qui marche pas par rapport aux mesures qui sont proposées et potentiellement les améliorations qui pourraient être faites. Et ben Magali, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup à la CRERCO de nous avoir donné la parole sur ce sujet. Effectivement,
bon, on a préparé quelques diapositives là dans un premier temps avec Stéphane Olanier et puis Jean-Louis Emtine qui va continuer après nous. Donc pour commencer avec le CSRPN d'Occitanie, puisqu'il y a ce type de conseil scientifique régional pour le patrimoine naturel dans toutes les régions de France. Le nôtre, il a été renouvelé parce que ça fait plusieurs mandats qu'il existe. Il existait avant la création de l'Occitanie, mais en Occitanie, il a véritablement été reconduit dans sa formule actuelle le 9 août 2019 par un arrêté préfectoral. Il est composé de 50 membres participant en titre intuitu personae. Il est aidé par un secrétariat assuré par la DREAL et la région, pour lesquels donc on fonctionne sur commande pour répondre à des questions de la DREAL et de la région. Avec un mandat de 5 ans renouvelable. Et donc, on est en train de se renouveler là. J'en profite pour faire un appel. Si vous avez des envies de nous rejoindre, c'est le moment. Et on a cette particularité de pouvoir fonctionner en auto-saisine. Je vais développer, puisque les hirondelles, ça fait partie d'une auto-saisine, c'est-à-dire qu'on a décidé de s'investir sur ce sujet. Une autre particularité de notre CSRPN, c'est chaque membre représente enfin, est invité à suivre différents types de structures d'aires protégées, comme les réserves naturelles, les sites Natura 2000 ou dans des dossiers particuliers comme le CRAERC ou autre. Diapo suivante. Les missions du CSRPN, outre les 4 consultations obligatoires par la réglementation en vigueur, le Conseil est chargé de rendre des avis sur tous les plans, projets, programmes en relation avec la biodiversité en Occitanie. Et par exemple, la valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel, les propositions de listes régionales d'espèces protégées ou leur mise à jour, les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et ses habitats. Toute question relative au réseau Natura 2000 et toutes les autres structures d'aires protégées, en fait. Et enfin, ce qui nous occupe aussi beaucoup, c'est les demandes de dérogation pour destruction d'espèces protégées. Nous y voilà. Diapo suivante. En fait, comment on est structuré? Ben, on a un fonctionnement avec 2 séances plénières par an où on se retrouve, sinon tout le reste est en visio avec un bureau constitué des présidents des groupes de travail que je vous présente ici. Donc, on a, en fait, c'est pas 4, c'est 5 groupes de travail permanents. Un groupe de travail connaissance, un sur les aires protégées, un sur tous les avis, dérogations espèces protégées, et donc qu'on a appelé le GTERC. Une commission régionale du patrimoine géologique avec qui nous travaillons également, qui fait partie du CSRPN, et un groupe de travail mer et littoral, et des groupes transitoires selon les grands dossiers comme les lignes nouvelles de la SNCF ou les carrières. Donc, on a cette particularité de pouvoir s'autosaisir. Effectivement, c'est dans la loi. Là, je vous ai listé les autosaisines de ce mandat CSRPN avec la conservation du lago Pédalpin, par exemple, qui vient d'être approuvé par le Conseil d'État la semaine dernière, après un long périple de notre avis, suite à notre avis. L'écobuage qui n'aboutira peut-être pas à un avis parce qu'on n'est pas arrivé à un consensus. Les hirondelles de fenêtre, donc c'est notre autosaisine.
Les relations entre couvert forestier et débit d'étiage pour aller à l'encontre d'idées reçues comme quoi le couvert forestier pourrait euh, porter altération au débit des cours d'eau. L'alvinage qui a fait aussi l'objet d'un avis et les collections dans les musées. Euh, C'était notre dernière autosaisine. Pour vous donner un petit peu la marche à suivre de ces dossiers, ils font l'objet d'une validation et d'un vote en séance plénière, à la fois quand on décide de s'autosaisir, mais aussi quand l'avis est émis. Et donc ensuite, ils sont publiés via le rapport annuel du CSRPN, disponible et consultable sur le site de l'Adréal, ou on peut aussi le diffuser directement par mail aux personnes concernées. Diapo suivante. Donc, pour répondre à la question par rapport aux relations avec les hirondelles de fenêtre, effectivement, il y a ce que vous a présenté Frédéric Marie tout à l'heure de l'Adréal, c'est la doctrine qui date de 2021, quand on a commencé à regarder de plus près cette espèce. On avait pour objectif, face à la quantité d'avis de DEP qui étaient déposés, de se simplifier un petit peu la tâche avec une procédure identique pour toutes les demandes inférieures à 10 nuits. Ça ne voulait pas dire qu'on était favorable, mais disons que la réponse était similaire avec l'obligation de mise en place de la séquence ERC. En regardant les dossiers de plus près depuis, on s'est rendu compte que on avait principalement comme mesure de compensation l'utilisation de nids artificiels et on n'était pas satisfait de cette mesure dans la mesure où on n'avait pas de retour sur le succès d'adoption de ces nids. On a voulu aller chercher un petit peu plus loin quel était finalement le résultat de ce type de mesure de compensation. Et ça a été l'objet de cette deuxième autosaisine, enfin de cette autosaisine de 2024, pour essayer vraiment de regarder si nos avis étaient pertinents en préconisant les nids artificiels en mesure de compensation. Donc, on a eu 2 stages orientés sur ce sujet à l'Université de Toulouse, qui nous a permis de creuser un petit peu plus le sujet, avec notamment une consultation des suivis des mesures de compensation dans le cadre des demandes de dérogation déjà déposées dans le passé, et avec l'idée qui a rapidement été émise de définir une nouvelle méthodologie de suivi à l'issue de cette nouvelle consultation. Donc, ce qui va être proposé à l'avenir, à l'issue de cette nouvelle étude, c'est Jean-Louis Eptine qui va vous le présenter après mon intervention. Sachant qu'aujourd'hui, l'avis d'autosaisine est prêt à être validé en séance plénière du mois prochain pour sa mise en circulation le plus rapidement possible. Donc moi, je vais vraiment balayer très rapidement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, pour venir introduire la présentation de l'autosaisine par Jean-Louis juste après. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Eh bien, quand même, avec le travail de la LPO qui s'est adressé à l'ensemble des communes, le travail de l'Adréal et de la CRERCO, on voit quand même une montée de la prise en compte
des destructions de nids, excusez-nous pour la faute d'orthographe, des destructions de nids dans les demandes de dérogation pour espèces protégées qui font que, parce que on pense que tous les nids détruits ne sont pas encore aujourd'hui déclarés, mais on a une progression par rapport à ça, notamment par le nombre de dossiers qui nous arrivent. Il y a aussi un nombre de nids artificiels qui ont été installés par les mesures de compensation, qui est conséquent, 1767, et qui va en grandissant à chaque dérogation favorable. Il y a une communication sur l'importance de la conservation des hirondelles dans la rénovation énergétique, une fois de plus, avec l'appui de la LPO, de la région, de la DREAL, de la CRERCO. On fait de mieux en mieux. On a encore une marge de progression certaine par rapport à ça, notamment au niveau des urbanistes, et on sait que les panneaux d'information par rapport aux riverains également jouent leur rôle là-dedans. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pardon? Eh bien, c'est le suivi des dossiers dérogation espèces protégées dans le temps. Alors, tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait des inspections, effectivement, pour vérifier que les nids artificiels soient bien installés. Par contre, est-ce qu'ils sont véritablement colonisés par les espèces? Ça prend du temps et on n'a pas forcément le retour de cette information. Sachant que on a exploré 30 projets de DEP, on va dire des DEP, déposés dans le passé. On a eu accès à simplement 5 rapports écrits de suivi. Et là-dessus, sur ces 5 rapports, encore une faute d'orthographe, je m'en excuse, il y en a un seul qui est complet, les autres sont incomplets. On n'a pas toutes les informations que nous souhaiterions sur le potentiel d'adoption des nids artificiels déposés, l'adoption, enfin, le succès sur les tours d'hirondelles, le succès sur l'ensemble des mesures de compensation. On a encore un flou là-dessus, sachant que, en fait, la littérature indique un succès d'adoption de 40% pour les installations visant les hirondelles de fenêtres. Nous, ce que l'on sait d'après nos retours d'expérience, c'est une occupation de 5% des nids artificiels. C'est peut-être meilleur, mais on n'a pas les moyens de le mesurer, en tout cas sur les dossiers de suivi DEP. Et d'autres informations dans la littérature témoignent d'un taux de réoccupation des nids d'une année sur l'autre. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, qui s'améliore effectivement dans le temps, de 16 à 23% pour les nids artificiels, sachant que on a des taux supérieurs pour les nids naturels. Ce qui nous manque aussi, c'est une visibilité de l'impact des demandes de dérogation espèces protégées sur la population locale. En fait, quand on nous demande est-ce que c'est grave si on détruit 10 nids sur un site, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est de l'information sur que représentent ces 10 nids sur la population locale. Donc, on n'a pas cette visibilité et c'est vraiment très limitant pour avoir un avis éclairé sur est-ce que c'est grave ou pas. L'autre information que nous n'avons pas, c'est sur la disponibilité combinée du substrat, des bacs à boue, et des ressources alimentaires qui sont souvent déficitaires, soit l'un, soit l'autre. Et voilà, ça fait partie des infos qui nous seraient nécessaires. Ce que l'on sait, je vois le temps j'ai presque terminé. Ce que l'on sait par contre, c'est bien sûr malheureusement cette démographie en déclin, et c'est pour ça qu'on continue à se mobiliser là-dessus et qu'on essaye de progresser, un déclin à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, malgré les DEP
que l'on a pu traiter, voilà, ça continue à diminuer. On sait les impacts anthropiques sur la conservation de cette espèce qui ne sont pas uniquement dus à l'enlèvement des nids. Bien sûr, ça, Bruno nous l'a expliqué et précédemment, je ne reviendrai pas dessus. On sait aussi que donc aujourd'hui, on n'a pas de mesures compensatoires véritablement efficaces, ou du moins on n'a pas les informations pour mesurer cette efficacité, sachant que normalement toutes les DEP doivent avoir obligation de démonstration de résultats, c'est-à-dire que si on propose des nids artificiels, le pétitionnaire doit pouvoir démontrer que ces nids sont véritablement adoptés. On n'en est pas là et on aimerait bien y arriver. C'est l'objet de notre travail. L'évitement, eh bien, on aimerait bien l'évitement de la destruction des nids qu'il soit plus souvent possible, mais malheureusement, on a souvent des dossiers où les solutions alternatives ne sont pas accessibles. Et bien sûr, on connaît le cycle de vie avec la nidification. Par contre, ce que l'on ne sait pas encore aujourd'hui, diapo suivante, c'est tout ce qui est en relation avec les besoins d'une hirondelle pour construire son nid ou venir l'adopter. En l'occurrence, la composition granulométrique des substrats utilisés pour les nids, on, on peut l'avoir à partir de quelques nids, mais on n'a pas la marge des substrats possibles pour savoir ce qu'on doit leur mettre à disposition ou qu'est-ce qui serait utile de mettre pour les aider. La variabilité de la taille des nids et de l'espace de la loge intérieure. Aujourd'hui, on compense avec des nids qui sont tous de la même taille. Pourtant, les hirondelles ont leur variabilité de taille. Donc, est-ce qu'il faut des petits nids? Est-ce qu'il faut faire varier la taille de ces nids de manière à suivre la variabilité naturelle pour respecter la chaleur à l'intérieur du nid et euh, les, le microclimat qui va s'installer quand le nid est occupé. On connaît très peu de choses sur le rôle de l'olfaction dans l'adoption des nids. Du coup, ça pose la question sur tous les matériaux utilisés pour construire ces nids et les coller. C'est peut-être un frein. Le repérage des nids par les jeunes de l'année, Jean-Louis doit vous en parler, a certainement un rôle à jouer. En fait, enfin, l'importance des relations intergénérationnelles dans l'adoption des nids a certainement été sous-estimée jusque-là, et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour favoriser l'adoption des nids. Dernière diapo, et je conclus là. Un des travaux que l'on a pu mener, c'est cette visualisation des nids qui montre toute la variabilité que l'on peut avoir à l'intérieur d'un seul nid, ici sur l'épaisseur de la paroi d'un nid. On a investi ça pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les besoins en isolation thermique à l'intérieur d'un nid. Bref, les choses sont bien plus compliquées que ce que l'on pourrait imaginer à première vue pour essayer de bien comprendre ce que les hirondelles ont besoin et comment on peut les aider avec ces nids artificiels. J'en ai terminé, je passe la parole à mon collègue. Merci Magali. Et puis, bah, écoutez, on va enchaîner oui, avec la prise de parole de Jean-Louis. Et on a vu qu'il y avait déjà pas mal de questions. On prendra vos questions juste après, hein. On a un bon quart d'heure pour traiter l'ensemble de vos questions. À toi, Jean-Louis. Je ne sais pas si tu peux allumer ton micro et ta caméra. Voilà, c'est fait. C'est Impeccable. c'est toi qui fais défiler les dias?
Oui, Je fais défiler les diapos, tu me dis ok. si je vais pas assez vite ou trop vite. Vas-y, à toi. Voilà, tu peux y aller. Bon, vous avez tous compris que le nœud du problème, c'était le remplacement des nids que vous voyez à gauche par les nichoirs que vous voyez à droite. Magali l'a dit en long et en large, ben, c'est un problème parce que la colonisation est beaucoup plus lente dans le temps, le pourcentage d'utilisation est beaucoup plus bas que celui des nids naturels. C'est pas toujours le cas. Il y a de temps en temps des bonnes surprises. On s'aperçoit que ça peut aller très vite, mais ce sont des cas qui sont très minoritaires et qu'on n'est pas capable d'expliquer. Donc, on est donc confronté à ce problème de performance inférieure et extrêmement variable dans le temps et dans l'espace. Pourtant, les nichoirs ont un avantage. L'avantage, c'est que des oiseaux qui ont fait une migration éprouvante de plus de 5 000 kilomètres, qui reviennent, s'ils se sentent capables d'investir ces nichoirs-là, ils n'ont pas à les construire, donc ils n'ont pas à faire d'incessants voyages pour collecter de la boue. Ils- Les études qui sont intéressées aux nichoirs occupés ont montré que les hirondelles qui s'y installaient avaient un succès reproducteur intéressant, voire parfois supérieur à ce qu'elles avaient dans les nids. Donc ça me semble indiquer qu'on ne comprend pas encore très bien les hirondelles et que il est intéressant de se pencher sur leur comportement et leur biologie. Alors je vais dans la suite rapidement vous donner deux, trois points intéressants. Le premier, c'est d'abord les adultes. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a une très grande fidélité au nid. Donc, ils reviennent généralement d'année en année. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et la suivante, il faut garder à l'esprit que ces oiseaux font de très longues migrations. Vous voyez sur cette carte ici, pour rejoindre l'Afrique subsaharienne. Et quand on remet ces voyages-là qui se font il n'y a pas d'hirondelle électrique, hein, c'est aux muscles. Donc, on est confronté à un raisonnement dans lequel il y a une énorme dépense d'énergie, il y a une prise de risque colossale, et quand elles arrivent chez nous, la fenêtre de temps pendant laquelle elles peuvent se reproduire et assurer leur survie est finalement assez courte, et elles vont devoir notamment affronter encore pas mal d'aléas climatiques. Et donc, si on pouvait faire une analogie humaine, on dirait que on est vraiment dans une situation où il faut faire une très bonne analyse des opportunités, des risques, et en fait, il y a aussi une situation d'urgence pour ces oiseaux. Et c'est pour ça que si on était capable de leur faire accepter des nichoirs, ça rentrerait bien dans l'urgence parce que ça allégerait le budget temps. Mais on n'en est pas encore là. Si on regarde les jeunes entre leur période d'un mois, un an, leur biologie est aussi marquée par une extrême fidélité au nid où ils sont nés. C'est surtout vrai pour les jeunes mâles. Et pour les femelles, c'est plutôt une fidélité à l'habitat dans lequel elles se trouvaient. Par exemple, elles vont pas nécessairement, et je vais même être plus précis, elles ne vont pas retourner vers le nid dans lequel elles sont nées, mais elles vont peut-être rechercher des nids qui se trouvent dans trois, quatre rues plus loin. Là aussi, on a un comportement qui est dominé par cette notion de risque, d'urgence et surtout d'évaluation de la situation pour être sûr de ne pas se tromper et de perdre une année. La deuxième question importante qui vient, c'est sur quoi se base cette extrême fidélité? Elle se base sur ce qu'on appelle l'information publique sociale. Et on s'est aperçu que beaucoup d'oiseaux euh, observaient finement leur environnement et étaient capables de mémoriser des informations sur cet environnement qu'ils vont réutiliser pour prendre une série de décisions. Et dans le cas des hirondelles, on n'a pas d'études formelles qui ont été faites sur les hirondelles de fenêtre, mais sur d'autres espèces relativement proches.
Et donc, ça nous permet d'inférer un certain nombre de choses qui pourraient très probablement s'appliquer à l'hirondelle de fenêtre. Alors, pour les adultes qui sont qui ont 2 ans, 3 ans et au-delà, ce qui est extrêmement important, c'est la mémoire qu'ils ont du succès reproducteur, le leur, dans leur nid, c'est-à-dire le nombre de poussins qu'ils ont réussi à élever, le nombre de couvées par an, mais ils tiennent aussi compte de ce que font les voisins. Est-ce que ça a bien marché pour les voisins aussi, ou c'est uniquement moi? Donc ils ont cette perception de leur environnement. Et puis il y a une deuxième source d'information qui est très très importante, c'est la disponibilité de matériaux de construction, c'est-à-dire de l'argile, enfin de la boue à la bonne granulométrie avec la bonne teneur en argile, et aussi la possibilité de s'alimenter, c'est-à-dire avoir suffisamment d'insectes volants. Et si vous regardez un jeune qui, dans sa première année, il, il va, dès qu'il peut voler, ce qu'on appelle les vols d'entraînement avant l'émigration, c'est pas simplement un vol pour développer ses muscles et apprendre à voler, c'est aussi une période pendant laquelle ils vont se gorger d'informations. Et une information qui est extrêmement importante pour eux, c'est de localiser les nids occupés et les nids qui ne sont pas occupés. Parce que eux, quand ils vont revenir, ils vont devoir se trouver un nouveau nid qui n'est pas encore occupé et dans lequel ils vont pouvoir fonder leur foyer. Ils font aussi, au retour de migration, des vols de prospection dans lesquels, avidement, ils collectent aussi des informations sur leur environnement. Alors vous imaginez bien si, pour un oiseau qui part fin septembre avec une idée de son environnement, de ce qu'il a vu, les nids, la cartographie des nids, il revient au printemps suivant, vous avez refait votre façade, il n'y a plus rien, il y a des espèces de HLM en ciment, en bois, là, il est tout à fait désarçonné, évidemment, ça ne correspond plus à sa carte, et dans ce genre de situation-là, on s'aperçoit que la situation la plus probable, c'est que les oiseaux vont partir ailleurs, vont se disperser, probablement parce qu'ils vont enregistrer une image extrêmement forte, que ce site qu'ils pensaient propice ne l'est plus, puisqu'il a été profondément modifié. Alors, je remets cette dia, je passe très vite. Comme Magali vous l'a dit, le fait qu'on progresse dans la connaissance des hirondelles ne veut pas dire qu'on connaît tout. On s'aperçoit que beaucoup d'oiseaux, par exemple, utilisent leur odorat, ce qui est une idée très récente parce que jusqu'à pas si longtemps, une quinzaine d'années, on pensait que les oiseaux ne sentaient pas. Alors, est-ce que les hirondelles, par exemple, elles n'ont pas des informations olfactives sur leur nid, sur leur famille, etc. On n'en sait rien. Et puisqu'on ne sait pas du tout, et ça renvoie un peu à ce que disait Magali sur les tailles de nid, on n'est pas du tout sûr que tous les oiseaux, toutes les hirondelles prennent la même information au même moment et l'utilisent de la même façon. Donc toute cette variabilité, on ne la maîtrise pas encore. Mais néanmoins, au CSRPN, nous pensons qu'il y a suffisamment d'informations nouvelles que pour faire évoluer la note de 1921 et proposer une nouvelle manière de gérer les interactions entre les porteurs de projets et les hirondelles de fenêtre, ce que j'ai appelé sur cette dia une stratégie win-win. Bon, je l'ai pas mis, mais c'est extrêmement je crois que c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a un déficit d'information. Il y a énormément de personnes qui ignorent que certaines espèces sont protégées ou pas, notamment pour les hirondelles. On l'a vu dans le chat, il y a beaucoup de mairies qui sont pas du tout au courant. Et donc, je pense qu'il y a un énorme effort d'information à faire. Et à titre personnel, je suis très reconnaissant à la CRERCO d'avoir sauté sur l'occasion et créé ce webinaire, qui est une excellente première étape. Mais je pense qu'il faut démultiplier ce travail et celui de la LPO pour faire descendre cette information dans chaque mairie de France et de Navarre.
Et puis dans tout le processus qui va suivre, je pense qu'il est extrêmement important, on l'a déjà dit, il faut se faire accompagner, c'est une obligation, ça doit le devenir, par un expert ornithologique ou ingénieur écologue. C'est pas rare quand on retourne sur des sites de voir des nids artificiels qui ont été montés à l'envers, par exemple. Donc voilà. Donc, informer, informer, informer. La première chose de notre stratégie que je vais vous résumer ici, c'est effectivement autant se faire que peut ne jamais détruire les nids, parce que vous comprenez bien que nos connaissances sont encore très lacunaires. On ne connaît pas tout sur le taux d'acceptation des nids artificiels. Donc, si on peut ne pas les détruire, c'est toujours une meilleure stratégie pour protéger la biodiversité. Ensuite, il arrive que cette destruction soit inévitable. Ce qui est important aussi dans une démarche ERC, c'est de comprendre que ce n'est pas un pas facile à franchir. Ça doit être formellement démontré qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement, qu'on a exploré d'autres possibilités et pourquoi on les referme. Alors, ce qui est important dans notre nouvelle autosaisine, c'est essentiellement, et je vais y venir, le calendrier de réaction. La règle de 3 pour 1, Frédéric vous l'a dit au début, donc 3 nichoirs pour un nid détruit. C'est un chiffre qui tient compte à peu près de la moins grande acceptation des nids artificiels. Euh, il faut nécessairement les placer à 500 mètres maximum des nids occupés, parce qu'il y a des études très pointues qui ont montré que au-delà de 500 mètres, les hirondelles n'y vont pas, ça ne correspond plus à leur habitat. Donc il faut respecter cette distance. Et le fait qu'il y ait des nids occupés à proximité, ben, ça rassure, ça donne une information positive. On a parlé aussi des systèmes sonores que j'appelais ici des repasses. Donc c'est important aussi. Et dans notre nouvelle stratégie, on recommande d'en mettre deux. En termes de calendrier, si vous regardez cette ligne de temps, lorsqu'on envisageait une période de travaux, à droite sur la figure, ça se faisait généralement entre octobre et fin février, quand il n'y a plus d'hirondelles. Et en général, on mettait les nids artificiels quand les travaux étaient finis, c'est-à-dire généralement fin février. Ce qu'on recommande maintenant, c'est d'anticiper d'un an. Et vous voyez qu'à gauche du graphique, on a mis un petit espace réservé à la pose des nichoirs. Pourquoi faut-il le décaler dans le temps? Il faut le décaler dans le temps pour que d'une part, on n'intervienne pas sur le site quand les hirondelles y sont, et on va aussi installer ces nouveaux nichoirs artificiels pour que lorsque les oiseaux vont naître, lors de leur vol de prospection et d'entraînement, ils puissent les voir, ils puissent les intégrer à leur mémoire, et de sorte que quand ils vont revenir pour se reproduire, ils puissent les choisir. Et il y a deux instants cruciaux pour installer la repasse. La première, vous voyez, c'est le R jaune là, sur ce graphique. C'est de mettre ces vocalisations, si possible, d'hirondelles locales, parce que le dialecte des, des vocalisations d'hirondelles est extrêmement important. C'est que ces repasses soient disponibles lors des vols d'entraînement de l'automne. Ça donne l'information, tiens, il y a un nouveau nid, il y a quelqu'un dedans, on entend chanter, et il faut refaire la même chose au printemps lorsque les oiseaux reviennent. Donc la première grande nouvelle que nous voudrions euh, développer, c'est effectivement étaler le calendrier d'intervention en ce qui concerne la pose des nichoirs. Et puis, oui. Alors si ça se justifie vu l'ampleur du projet, évidemment, on ne va pas traiter de la même manière quelqu'un qui a une maison et un petit jardin ou une société HLM qui a plusieurs immeubles avec des
peut-être des espaces verts autour, mais si cela se justifie, il faut des mesures d'accompagnement, et la première mesure d'accompagnement, c'est une gestion écologique des espaces verts. Alors, nous voudrions être précis sur ce point de vue-là, euh, dans ce sens que si espace vert de type pelouse il faut réserver 30% qui ne doit être tondu que après la fin du mois de juin. Nous recommandons de ramasser l'herbe coupée et de l'exporter pour favoriser les plantes à fleurs et donc la biomasse d'insectes qui nourriront les hirondelles, de façon à les fixer. Et la deuxième mesure d'accompagnement, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait des substrats pour que ces hirondelles puissent construire leur nid. Alors, ou bien on installe et on entretient des bacs à boue pour ne pas qu'ils sèchent et qu'ils soient disponibles tant qu'elles sont là, ou bien on entretient, si on en a la possibilité, on se lance dans les politiques publiques de désimperméabilisation des sols pour recréer aussi des habitats favorables aux hirondelles. Et je pense que la dernière dia. Alors, dans cette stratégie gagnant-gagnant, on a besoin d'évaluer et on a besoin de transmettre. Euh, on- tout ce qu'on sait à l'heure actuelle et sur lequel le CSRPN base sa stratégie est issu d'une revue approfondie de la littérature scientifique. Mais cette littérature scientifique, elle vient de différents pays, de Suisse, des Pays-Bas, d'Allemagne. Ce sont des pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes conditions écologiques que l'Occitanie. Et donc, on a besoin de données euh, qui sont contextualisées en Occitanie pour voir si notre stratégie fonctionne ou, si pas, comment la faire évoluer. Donc, comment faire évoluer notre stratégie. Alors, à l'heure actuelle, on recommande de faire un suivi 3 fois par an. En avril, mai, juin, juillet ou septembre, ce qui correspond à l'époque où des 3 nidifications, oui, 3 nichés des hirondelles. Il est important évidemment d'avoir les coordonnées du site, de, d'avoir une estimation du nombre d'oisillons dans les nichoirs et si possible du nombre de jeunes qui vont quitter ces nids. Euh, Ça devient intéressant de faire un suivi si on transmet à la DREAL pour qu'on puisse les accumuler, puis commencer à faire des analyses statistiques dessus. Et c'est très difficile de donner une période de temps. Comme l'a dit Frédéric, c'est généralement fixé à 5 ans, mais on aimerait bien faire accepter l'idée qu'il faut le faire tant que le pourcentage d'occupation et des nichoirs n'est pas équivalent à celui des nids naturels environnants. Alors, je vais encore rappeler le pouce de Pierre une dernière fois. Voilà. Donc, je pense que je vous ai résumé dans les grandes lignes la stratégie qu'on proposera à la séance plénière du CSRPN en vue de rechercher son approbation. Merci de votre attention. Bah, merci Jean-Louis, puis merci à tous pour donc, ces éléments de réflexion. Alors j'ai vu qu'il y avait énormément de questions. On va reprendre aussi les questions auxquelles on n'avait pas pu répondre là juste avant. Donc on va prendre le temps, on a le temps hein, de répondre aux questions. Donc je pense que Oui, tous les intervenants, n'hésitez pas à remettre votre caméra et votre micro parce que je pense qu'il y en a à peu près pour tout le monde. oui, je pense que ça Hugo. va concerner, concerner un peu tout le monde, donc merci beaucoup. Nous, on a une première question donc de Monsieur ou Madame Grangier sur les rapports de suivi. Pourquoi les rapports de suivi ne sont-ils pas transmis et est-ce que les maîtres d'ouvrage sont contactés pour finalement apporter davantage de vigilance et les relancer sur ce type de sujet? Donc peut-être une question qui s'adresse à Frédéric. Oui, bonjour. Du coup. Oui, alors donc pour les rapports de suivi, on est en fait aussi en présence d'un. Donc ça, ce sont les résultats qui ont été présentés là par les membres du CSRPN. Ce sont les résultats d'un stage qui a été fait le printemps dernier. C'est ça, avec les résultats du coup fin août 2025, et qui se sont basés effectivement sur 30 projets
où on avait, on a regardé sur la période de 2012 à 2024 inclus, et en sachant que du coup nous avions parmi ces 30 8 projets en 2024, c'est ça, je vérifie juste fait ça, 8 projets en 2024, et les autres étaient assez récents, ils dataient surtout 2023 et 2022. En fait, ce qu'on regarde dans les dépôts de dérogation, c'est aussi du coup une prise en compte de la réglementation dérogation espèces protégées. On a une augmentation très significative, même je dirais même exponentielle, du coup du nombre de demandes faites, mais du coup aussi très récente sur le pool de dossiers traités dans le cadre de ce stage. Ça, c'était juste du coup un élément pour pondérer. Là, pour vous donner les résultats du coup de 2024-2025 et j'ai même maintenant du coup 2026, c'est la date d'aujourd'hui, j'en avais 8 en 2024 de dossiers de dépôt de drogue, j'en ai 14 en 2025 et j'en ai déjà 4 pour 2026. Ce qui veut dire qu'on va effectivement à peu près tourner à au moins une vingtaine de projets à hirondelles pour 2026. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on a constaté fin 2023, la direction effectivement a constaté qu'on avait un défaut de suivi des prescriptions de données, pour être totalement transparent. C'est-à-dire qu'effectivement, les décisions étaient données, mais en termes de suivi, effectivement, n'allouons pas de temps pour pouvoir vérifier les documents qui nous étaient transmis, qui étaient exigibles, hein. Et donc là, du coup, c'est pour ça qu'on fait cet effort depuis 2024, du coup, à contrôler justement la bonne réception de ces fameux documents. Mais c'est un travail, voilà, au long cours et sur lequel, effectivement, alors moi, en premier chef, pour le coup, on s'appuie effectivement à arriver à combler les lacunes précédentes. Et ben, je voulais rappeler quand même ces éléments de contexte. Merci Frédéric. Juste On un avait une... tout petit Pardon, point, Pierre. Frédéric, par rapport au micro, ça coupe un peu, c'est un petit peu haché. Voilà, juste si tu réinterviens ensuite. Pardon, vas-y, Hugo. Oui, on avait une question qui rejoignait un peu ça, mais sur les docs de synthèse à destination des élus vis-à-vis de la réglementation. Donc là, on est plus en amont. Est-ce qu'il existe des communications vis-à-vis de ces élus? Et si oui, par qui et de quelle manière? Alors, je pense notamment aux travaux de l'OFB sur la sensibilisation des élus, notamment à travers des atlas de la biodiversité communale, mais est-ce qu'il existe d'autres types d'informations? Alors, il y en a également, peut-être que je donne la parole à Bruno Lay sur le travail des associations, hein, sur la sensibilisation des élus, et puis peut-être également des communications de l'Adréal, bon, à travers son site internet, mais d'autres types de communication également. Donc peut-être Monsieur Lay. Alors nous, là, pour le coup, je vais parler spécifiquement dans le groupe avec notre projet de recherche des nids. Donc, quand on a eu les résultats de l'année 2023, on a écrit aux maires des communes qui avaient la chance d'avoir un peu des hirondelles sur le fait qu'ils avaient des hirondelles. On leur a même donné les adresses des nids et on a fait un rappel à la loi et on a fait un rappel à tout un tas de pour maintenir les colonies. C'était une bonne idée. Ça nous a permis d'enclencher un dialogue avec certaines mairies. En fait, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, à 80 maires Garonne, et il y en a 588. Donc, ce que je me suis dit pour cette année, c'est que probablement, on préparer un courrier pour l'envoyer aux 588 Garonne. Et ben, un des résultats cet après-midi, ça pourrait être qu'on fasse un courrier en commun, si l'Adréal est d'accord, pour écrire à tous les maires. Ça, bon, utiliser ce qu'on a, hein. Nous, c'est les contextes, rappel du contexte réglementaire, explication de l'inventaire de notre commune, et puis que faire pour maintenir la colonie. Un courrier de 3 pages. Alors, bien sûr, on a des infos sur les sites. Et bon, nos élus ont tellement de choses à faire.
Merci Bruno. Peut-être pour les prochaines interventions, si vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, ça nous permettra d'avoir une meilleure captation de votre voix. Ce sera parfait, mais je pense qu'on a compris. Peut-être Frédéric, si tu souhaites réagir à bah, notamment cette proposition de courrier commun, mais au-delà de ça, sur le fait que la réglementation fait l'objet de communication de la part de l'Adréal à travers son site, et puis peut-être aussi au travers des différents contrôles que les agents de l'ADREAL peuvent mener ou dans leurs interactions en tant qu'instructeurs au quotidien. Alors, sur le rappel de réglementation et sur la détectabilité, je dirais, parce que je crois que ça a été évoqué effectivement aussi dans le chat, le fait qu'il y avait pas mal de projets, surtout de particuliers, qui passaient à la trappe. Donc là, effectivement, la DREAL en propre ne peut pas forcément la possibilité d'effectuer ce contrôle-là. Donc là, du coup, s'appuie effectivement, alors je dirais presque assez lourdement, sur l'appui des associations de protection nature qui nous alertent effectivement des projets dont ils ont connaissance ou lorsqu'ils ont des travaux qu'ils voient. Et donc là, en tout cas, depuis cette année, dès lors qu'on reçoit effectivement une information d'atteinte sur les aires de reproduction d'hirondelles, on envoie leur chef un courrier rappelant la réglementation et l'obligation de déposer une dérogation, avec suspension des travaux pendant la période de sensibilité majeure du coût de l'espèce. Donc là, en l'occurrence, c'est le 3e courrier que l'on fait là depuis le début de l'année. Voilà, mais effectivement, du coup, pour l'information des élus, donc là, ce n'est pas à mon niveau qu'on peut, mais ça a déjà été évoqué aussi avec les membres du CSRPN, sur effectivement l'adressage d'un courrier rappelant la réglementation propre aux espèces protégées à destination des élus, mais c'est un travail titanesque en termes de mailing, en termes de, voilà, qui là clairement effectivement demande effectivement une force logistique qu'on n'a pas nécessairement euh, à l'heure actuelle. Oui, je vais Il intervenir. faut qu'on réfléchisse effectivement sur des vecteurs, j'irais plutôt plus collectifs. Donc là, effectivement, l'ACRARCO, et je remercie du coup effectivement Pierre et toi Hugo du coup de nous avoir permis d'aborder ce sujet-là, parce que je pense que c'est un bon vecteur de sensibilisation aujourd'hui. On est également intervenu auprès des bailleurs sociaux dans les comités départementaux pour l'habitat. Et justement pour les sensibiliser aux enjeux chiroptères, parce qu'on a parlé des hirondelles, mais ça peut être aussi les chiroptères et les reptiles qui sont sur le bâti. Et donc là, effectivement, c'est les rappeler effectivement à enfin les sensibiliser en tout cas sur la nécessité effectivement de prendre en compte en amont de leur projet ces composantes-là. Que ce soit une composante projet, non pas une contrainte comme c'est actuellement pris, parce que justement pris trop tard. Magali, Donc vous voilà, on est voulez plutôt sur des peut-être... vecteurs collectifs. ouais, merci Frédéric. Magali, vous voulez compléter peut-être la réponse? Oui, oui, on est bien d'accord que la priorité des priorités, c'est aller vers les élus des communes, de les informer, parce qu'il y a cette dérogation qui permet de ne pas, enfin, de sortir du cadre réglementaire à partir du moment où on peut démontrer qu'on n'est pas informé de la loi et qu'il n'y a pas volonté de détruire. Donc, vraiment, aller dans le sens de l'information, ça me semble la priorité des priorités. Et une idée qu'on avait émise et qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'au lieu de s'adresser à toutes les communes, s'adresser aux communautés de communes à qui on demande de bien vouloir transmettre aux communes, ça a double effet d'information et de diffusion. Et ça permet de réduire le nombre d'interlocuteurs Ouais, ça en rend les premier choses lieu. plus faisables. Très bien. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, une petite information côté RB Occitanie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les 2 ans, on mène une enquête depuis maintenant 2022 qui s'appelle Biodiv Up sur des fiches actions que les maires peuvent ou pas engager, bien évidemment, sur la biodiversité. Et il y en a une justement sur alors, les espèces inféodées hein, pas forcément que les hirondelles, il y a aussi les martinets, d'autres espèces, enfin les chiroptères. Et donc, du coup, ça avait été envoyé à tous les maires en 2024, enfin tous les élus des communes en 2024, donc 4 450 communes. Donc, typiquement, on peut retenir cette ambition peut-être d'avoir un courrier commun ou une information la plus massive auprès des élus.
Très bien. Donc, Monsieur Cordier qui nous demandait, enfin, il faisait une remarque, et donc là, je me tourne peut-être vers Frédéric sur la question de l'évaluation avant impact dans un dossier de dérogation. Est-ce que, Frédéric, tu peux nous confirmer que l'absence de cette évaluation conduit logiquement à un refus du dossier de demande de dérogation? Alors, il faut un inventaire, c'est sûr. Par contre, je vais, sur mon analyse en tout cas de la demande, je vais regarder aussi qui est le porteur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il faut que ce soit proportionné au projet et également au porteur. Donc effectivement, à un particulier, je vais pas demander le même degré de diagnostic que pour effectivement un grand collectif ou un bailleur social, qui ont effectivement du coup je dirais une responsabilité plus importante sur des projets plus importants, plus impactants. Donc voilà. Donc effectivement, sans enfin il me faut un inventaire. Il me faut un inventaire préalable. En l'occurrence pour un particulier, c'est sur base de photos. On va pas nécessairement aller au-delà. Moi, ce qui paraît tout à fait logique compte tenu des porteurs de la demande. Ouais. Par contre, si je voulais juste Dis-moi. indiquer quelque chose, je profite du coup de cette question-ci pour parler de l'exonération aussi, que les projets, en l'occurrence sur la base d'un inventaire, mettent en place des mesures d'évitement et de réduction qui soient suffisantes, et c'est le cas, pour obtenir du coup, enfin, se sortir de cette demande de dérogation. C'est qu'en fait, comme je le disais au départ, la dérogation, c'est seulement s'il y a des impacts résiduels. Mais si les mesures d'évitement et de réduction sont suffisantes, l'administration fait une attestation validant du coup la mise en œuvre de des mesures d'évitement et de réduction et qu'elles sont suffisantes finalement pour ne pas avoir des mesures de compensation et donc une dérogation à mettre en œuvre. D'accord. Donc là, pour donner, du coup, c'est plus de 25% des projets en 2024 et un peu plus encore en 2025, des projets qui ont été déposés et qui finalement ont fait l'objet d'une exonération de la dérogation espèces protégées. Merci Frédéric. Sachant que voilà, les chiffres ont été rappelés par Frédéric dans le chat, vous pouvez retrouver son message un peu plus bas, ce qui a été dit est écrit. Une question qui s'intéressait à la recréation de milieux favorables à l'implantation de nouveaux nids. Est-ce que cette mesure est considérée comme une mesure d'accompagnement ou comment est-elle prise en compte dans le cadre du processus de dérogation? Peut-être Frédéric, as-tu des éléments à nous donner sur cet élément-là? En comparaison notamment des nids artificiels qui sont parfois jugés moins efficaces. Donc là, alors, j'ai peut-être pas forcément compris la question. C'est ce qui permet finalement de mieux implanter la colonie. Oui, alors la question c'est comment sont considérées la recréation de milieux favorables à l'implantation de nouveaux nids en cas de réduction, par exemple, de débord de toit. Et est-ce que cette mesure est considérée comme une mesure d'accompagnement ou est-ce que c'est une mesure de compensation? J'imagine que c'est un peu ça le distinguo. C'est plutôt une mesure de réduction, effectivement, qu'on va avoir si on recrée du coup un habitat favorable. Mhm. Ou qu'on conserve, c'est-à-dire que si effectivement, par exemple, on pose de l'ITE, donc de l'isolation thermique par l'extérieur, donc du coup on réduit le débord de toit et donc on prolonge le débord de toit pour avoir un déport in fine qui soit équivalent à l'initial. Là, du coup, on est sur de la réduction. C'est-à-dire que l'idée, c'est de garder effectivement la favorabilité du site d'implantation. Mais quand j'entends des milieux, j'avais l'impression aussi qu'on parlait à ce moment-là de lieu de nourrissage et de récupération de matériaux pour construire le nid. Et donc là, c'est pareil, alors c'est soit de la compensation si on a par exemple, si on a détruit effectivement un site, une ancienne mare. Donc là, du coup, on va être en compensation. Mais généralement, c'est plutôt dans l'accompagnement. Parce que du coup, c'est du bénéfice. Mhm. C'est-à-dire que ce ne sont pas les travaux directs qui ont provoqué la disparition d'une prairie de fauche ou d'une zone de récupération de boue. D'accord. Et donc là, du coup, c'est du bénéfice en plus. Et ce ne sont pas les travaux en direct qui ont impacté dessus.
Une question qui s'intéresse à la connaissance vis-à-vis donc des hirondelles. Les informations que nous n'avons pas sur les hirondelles de fenêtre, par exemple la composition granulométrique, etc. Est-ce que ces lacunes d'information et de connaissances s'appliquent aussi aux autres hirondelles? Ou bien est-ce que c'est un problème spécifique que l'on connaît des hirondelles des fenêtres? Alors, je ne sais pas si Jean-Louis, peut-être, tu peux nous Je donner crois- l'information. oui, je crois pas que ce soit un problème. Je ne crois pas que ce soit un problème propre à l'hirondelle de fenêtre. Je pense que il y a un déficit de connaissances pour la plupart des espèces européennes. C'est peut-être au contraire moins grave pour l'hirondelle de fenêtre et celle, parce que c'est une des plus connues, mais je crois qu'il y a des espèces qui sont encore plus périphériques et voilà, donc ça doit encore être plus général. Quand on fait la recherche bibliographique, on voit que les déficits d'articles, c'est à peu près toujours le même. Il se fait que l'hirondelle de fenêtre, elle passe plus dans le radar parce qu'elle est dans des habitats, comme disait Bruno, ben, c'est la plus urbaine, donc on la voit le plus. Il y a eu pas mal de recherches dessus, mais oui, c'est un problème général. Très bien. Une question justement qui s'intéresse, que je vais peut-être renvoyer à Bruno Lé sur la question des colonies de taille importante. Est-ce que les sites utilisés pour les matériaux, dans le cadre de ces grosses colonies, sont répertoriés via Biobat ou est-ce que on s'intéresse uniquement aux colonies en elles-mêmes? Alors, votre micro est coupé. Donc, tu vois dans le chat, Oui. Du coup, on vous entend. bon, je vais te faire répéter la question parce que je la Oui, vois pardon. pas dans le chat. Alors, la question Si était, au est-ce début on voit la que, fin. oui, alors elle est un peu plus en haut, mais Ah, alors, voilà, pour les et- grosses colonies. oui, voilà, tout Ah, à fait. j'ai pour les maths, pour les- Euh, Biomat, on recense les en état, les biens en mauvais état utilisés. Donc, c'est plutôt les sites, enfin, les nids en tant que tels qui sont recensés, et pas forcément les lieux utilisés pour On voit pas l'utilisation des matériaux. les sites utilisés pour les matériaux. On voit pas Donc, c'est plutôt non, je pense, c'est plutôt non. plutôt non. Ok. Il y a Biobat, c'est le protocole pour fondamentaire. Et ce qu'on a mis dans le chat un peu plus haut, c'est le guide pour la Mhm, rénovation des bâtiments. Là, vous avez peut-être, il y a certainement sur les matériaux. mhm. Très bien. On avait une question qui s'intéressait, donc qui demandait, pardon, est-ce que les particuliers sont censés demander une dérogation à l'ADREAL? La réponse est oui, vous l'avez vu dans les différentes questions-réponses, avec évidemment une demande de dérogation qui sera différente en termes de détails, de volumétrie, que si le porteur de projet est bien identifié, est un porteur de projet plus conséquent. Et la question était aussi, est-ce que dans ce cadre-là, dans le cadre de propriétaires privés, on peut demander l'installation de nids artificiels euh, à ses frais? Donc je pense que la réponse est plutôt oui, mais je laisse Frédéric confirmer. Oui, quand on regarde effectivement la charte environnement, la fameuse loi constitutionnelle de 2005, c'est la personne qui porte atteinte qui est responsable effectivement de la compensation. Donc oui, effectivement, c'est à installer sur sa propre façade. Eh bien, une question qui était sur les tours à hirondelles ou les nids artificiels. Est-ce que des études sur le taux d'occupation sont réalisées directement par les fabricants de ces dispositifs, au-delà des suivis donc, qui peuvent être réalisés à la suite des travaux? Et donc, on a Monsieur Cordier qui répondait que les études étaient en cours. Est-ce que vous avez connaissance de ce type de réalisation d'études côté CSRPN, LPO ou DREAL? Non? Bon, je vais répondre sur le travail qu'on a fait sur l'autosaisine. On a fait
une recherche bibliographique, donc c'est-à-dire on suit des moteurs de recherche qui répertorient les articles scientifiques et dans la mesure du possible, on se base sur ce genre d'articles puisqu'ils ont fait l'objet d'une évaluation par les pairs. Donc quand c'est publié, on a quand même une certaine garantie qu'il n'y a pas trop de conflits d'intérêts, que les protocoles ont été faits correctement et avec des répétitions, des méthodes d'analyse qui sont correctes aussi. Donc c'est aussi une garantie de ce, ce à quoi on s'adosse est robuste. Mais c'est clair que si quelqu'un nous amène une étude en disant, je vends des nids et je garantis qu'ils sont occupés à 98%, c'est sûr qu'on va pas jeter ça dans le poêle à bois sans regarder. On va se poser des questions, on va aller voir, on va lui tirer les verres du nez, on va Mhm. vérifier. Mais je pense pas qu'on le prendra, si ça vient d'un fabricant, qu'on le prenne pour argent comptant. Je sais pas ce qu'en pense Magali, mais Je m'excuse, j'ai raté le début. J'étais en train d'écrire sur le chat là, une réponse à. ah, c'était Oui. concernant sur Je veux le bien, fait. je vais compléter. Oui. Alors, il y a quelques études, mais pas tant, pas sur les 15 dernières années, mais dans divers pays, le même, quand même pas la même situation, par exemple, pertinente, non. Donc, il y a des études, oui. Est-ce qu'on a, mais on n'a pas vraiment de résultats, en particulier sur les tours à hirondelles. Il y en a certainement beaucoup, il y en a qui marchent un peu. Je dirais c'est un tout du tout et un peu. Donc c'est pas hyper performant. Les installations de nids telles qu'on a vu sur la photo, en débord de toit, installées, bon, c'est-à-dire limite de colonies existantes. J'ai eu un peu du mal avec les 500 mètres, en 150 mètres. Donc des nids bien installés, bien situés, bonne hauteur, hein, de colonies existantes, ben, ça marche là, presque une, deux, en gros, 30%. Pour un hirondelle, de joker, on en connaît plusieurs mal installés. Le résultat, c'est habitat de substitution. S'il est mal. Jean-Louis qui voulait compléter peut-être. Oui, moi j'ai consulté, je pense, je réfléchis, 4 études récentes. Ça veut dire, récentes, ça veut dire 2024-25, donc vraiment très récentes. Il y en a une qui est très intéressante parce que c'est une étude basée de sciences citoyennes. Donc ça veut dire il y a eu une surveillance aux Pays-Bas du nord au sud, d'est à l'ouest. Je crois pas qu'il y ait un mètre carré qui ait échappé. Qui a regardé les nids, qui a regardé les substrats de sol pour voir si c'était de l'argile, plus du sable et de la tourbe, etc. Les tours et hirondelles, enfin quelque chose d'assez incroyable, et qui confirme effectivement que ben, ce que je vous ai dit, que globalement les performances des nichoirs sont moins bonnes que celles des nids, ça prend beaucoup plus de temps. C'est très variable. Il y a quand même des endroits où parfois où ça marche bien, mais c'est très très variable. Les tours à hirondelles, ça a l'air d'être moins bon que les nichoirs sur façade à proximité de nids occupés. Il y a eu aussi une étude similaire à très très grande échelle au Royaume-Uni qui arrive aux mêmes conclusions. Donc vous voyez, c'est intéressant, on change de pays, de contexte. Une étude dans un land en Allemagne, un peu basée sur le même principe qui arrive plus ou moins à la même chose aussi. Et la plus récente, c'est en Suisse, et ça corrobore aussi ce genre de travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est le fait que ce soit à grande échelle, ça recouvre des situations écologiques, climatiques un peu différentes et ce qui les rend plus robustes aussi. On avait une question sur les méthodes de préservation potentiellement de nids.
après travaux, enfin pendant travaux et après travaux, est-ce qu'il était possible de décoller puis recoller des nids d'hirondelles? Et donc là, on avait un débat dans le chat pour savoir si cette pratique était réalisée et réalisable. Et donc Frédéric, tu nous informais que le CFRPN avait peut-être des retours sur ce type de pratique. Sinon, Frédéric, je te laisse peut-être prendre la parole sur cette question. Mais Frédéric nous a envoyé récemment un dossier intéressant où justement dans le Tarn, le taux d'occupation de nichoirs avait été très bon. Et dans ce dossier, les personnes avaient essayé de décoller et de recoller les nids. Donc, ils étaient effectivement de beaucoup de dégâts parce que c'est relativement fragile à manipuler. Et puis, si je me souviens bien de ce dossier, il faisait état du fait que ces nids recollés se décollaient assez rapidement par rapport aux autres. Et puis, Magali, Frédéric y était aussi et moi-même, on a essayé de faire un essai de décoller des nids artificiels sur des façades de bâtiments. C'est effectivement, bon, c'est une belle aventure, mais c'est effectivement très très fragile et très difficile à manipuler. Les parois sont très fines, à part la sole sur lequel ou grâce auquel les hirondelles le collent sur la façade. Donc le moindre manipulation, c'est extrêmement difficile. Et puis vient ensuite des questions, avec quoi allez-vous recoller, quoi? Hmm. Faut pas que ce soit des cols qui aient des odeurs ou qui soient toxiques. Mais bon, c'est un problème assez compliqué. Nous, on n'a pas réussi à résoudre. Et quand on a préparé l'autosaisine, je n'ai pas trouvé d'article scientifique qui avait spécifiquement exploré ce point-là. Magali voulait compléter, puis ensuite moi, je vous proposerai de prendre une dernière question avant de passer à la conclusion. Oui, enfin, je confirme que le décollage et recollage, pour avoir essayé, pratiqué avec des professionnels du bâtiment, c'est très compliqué. Mais par contre, quelque chose qui pourrait se faire, c'est de récupérer les nids quand on sait qu'ils vont être détruits, euh, qu'on récupère ces matériaux-là particuliers. Ça pourrait venir aider à une meilleure connaissance de la variabilité du substrat utilisé, de ses propriétés, de ses propriétés physiques, mais chimiques également. Est-ce qu'ils contiennent des substances contre les parasites, pour faire écho à ce qui vient d'être écrit dans le chat, etc. Bon, on n'a jamais abordé ce sujet-là parce que, faute de moyens, mais on pourrait imaginer qu'avec des moyens un peu plus avancés, on demande aux pétitionnaires de récupérer les nids qui sont à détruire. Frédéric, tu voulais compléter peut-être? Oui, effectivement, merci. Oui, pour dire qu'effectivement, le décollage des nids naturels n'est pas simple, mais surtout, finalement, on se rend compte que c'est seulement sur les nids entiers, c'est un non dégradé, qu'on peut arriver à décoller tout de même. Donc, c'est avec l'usage effectivement de deux types d'outils, l'outil multifonction pour arriver à dégrossir, donc c'est un outil qui vibre comme ça, la lame fait ça, et ensuite finir avec une lame souple de scie à métaux. Et donc là, effectivement, on arrive à décoller correctement. La question reste entière, effectivement, c'est sur les méthodes pour recoller ces fameux nids sans dégager des substances organiques volatiles qui, du coup, seraient contraires, effectivement, au bien-être des oiseaux qui viendraient recoloniser ces fameux nids naturels et qui soient malgré tout d'une adhésion, enfin, d'un pouvoir adhésif suffisant pour arriver à maintenir le nid correctement. Il y a quelques bureaux d'études, en tout cas, qui ont l'air d'avoir trouvé un moyen en faisant une colle un peu une colle à papier que j'ai en Haute-Garonne. Je n'ai pas été encore voir du coup comment ils fabriquaient cette colle, comment elle a été composée. Mais voilà, il y a des tests, mais toujours voilà sur le tas pour arriver à trouver ces fameuses colles. Et sinon pour le décollage, c'est possible, mais seulement avec les nids entiers. Nids dégradés, ils éclatent.
Très bien. Et donc la dernière question que je vous propose d'aborder, c'est sur la question justement du parasitisme que vous avez commencé à évoquer. Parasitisme qui pourrait potentiellement être important ou en tout cas qui pourrait apparaître sur des nids artificiels qui resteraient en place d'une année sur l'autre et qui ne feraient pas l'objet d'un nettoyage. Euh, Est-ce que la littérature a des éléments à apporter sur cette question? Je sais pas si Jean-Louis Alors, ou Euh, Frédéric, si tu as eu des en informations. littérature passée, moi, j'ai pas trop. Enfin, excuse-moi, du coup, Jean-Louis, peut-être que tu as eu des. non, Mais il j'ai y pas. a un programme de recherche actuel sur les espèces liées au bâti. Donc là, l'ensemble des espèces, que ce soit donc, moineaux, mésanges, pigeons et hirondelles. Et ils étudient justement les acariens sur les nids. Donc c'est le projet Expomit. Donc là, ça c'est l'université de Montpellier qui suit ce programme-là. Et c'est en cours, ça va être la deuxième année qu'ils sont en train de faire. Donc là, pour l'instant, on n'a pas du tout de résultats là-dessus. Néanmoins, je préférerais juste apporter un point, c'est que ce soit des nids artificiels ou les nids naturels, ils sont réutilisés d'une année sur l'autre sans être nettoyés, du coup, comme on pourrait imaginer, Mhm. enfin, ce qui est un peu induit par la question de Monsieur Ray. Mhm. Donc, je ne pense pas que ce soit hyper influent sur les hirondelles, parce qu'ils ne sont pas nettoyés d'une année sur l'autre, parce que c'est déjà réutilisé d'une année sur l'autre. Mais voilà, on va avoir des résultats grâce au projet Expomit, là, qui est actuellement expérimenté par l'Université de Montpellier, au CEF. Mhm. Très bien. On va devoir passer à la conclusion. Je propose donc que Pierre puisse reprendre la main sur la conclusion. Oui, bah déjà, vous remercier pour tous ces échanges, ces informations, puis toutes les réponses que vous avez pu apporter. Si certaines, on voit qu'on n'a pas pu apporter les réponses parce qu'en 2 heures de temps, on n'a pas toujours le temps, on essaiera de produire un document, on demandera aux intervenants qu'ils puissent bien répondre aux questions et que, voilà, que tout le monde puisse avoir ces éléments de réponse. Juste vous indiquer une petite info en plus. Alors, on a parlé beaucoup de guides qui ont été produits et on ne peut que vous inciter à ouvrir les guides de la LPO Occitanie, la LPO générale et Occitanie aussi, mais de la LPO en général sur tout ce qui est bâti et biodiversité, avec donc il y a des guides généraux, il y a des guides qui s'inscrivent aussi plus vers différents corps de métier. Donc, n'hésitez pas à les feuilleter. Et après, au niveau de la communication, vous avez toute une série. Donc là, c'est une vidéo YouTube, colocataire sauvage. Vous avez une série de vidéos qui sont très bien faites pour expliquer justement là, sur ce sujet de l'hirondelle. Je crois que ça dure 5 minutes à peu près, la vidéo, 3 5 minutes, pour savoir si un particulier rencontre ce genre de choses qu'il faut faire. Donc, un peu, ça rappelle, on va dire, de manière très synthétisée, tout ce qu'on a pu évoquer lors de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à regarder tout simplement cette vidéo et pourquoi pas la partager auprès des élus, des maires, des administrés et autres qui seraient intéressés sur ce sujet. Et du coup, on en a parlé pas mal. Enfin, il y a eu 2 3 fois dans le chat là, des éléments et on a parlé de ça sur comment finalement éviter au maximum d'aller altérer les nids, et ben, ça va être tout simplement le sujet de notre prochain webinaire, donc le 13 avril de 14 heures à 16 heures, où on va prendre du recul et essayer de voir comment, dès la planification, on peut protéger. Alors, on va pas parler que de nids d'hirondelles, on parlera aussi de chauves-souris, on parlera de martinets ou autres, mais comment on peut faire pour qu'une commune intègre ça dans ses documents d'urbanisme, voir si c'est possible ou pas, jusqu'où on peut aller et quel est le process à mettre en place pour qu'il y ait un maximum de communes s'intéressent à la question, puisqu'on a vu que certaines, on a vu des remarques de Laval ou j'ai vu d'autres choses là dans le chat, mettaient en place des choses. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un ou deux retours d'expérience et que peut-être collectivement ensuite avec la CRERCO, on se mette autour d'une table pour savoir comment on peut réfléchir à un process qui soit le plus efficient possible pour du coup localiser les nids dans une commune et ensuite que le lien se fasse bien dès lors qu'il y a des travaux de rénovation de façade, d'émolition ou de réhabilitation. Voilà, après, écoutez, on voulait vraiment vous remercier, tous les intervenants pour le temps pris aussi pour préparer du coup ces diaporamas. Les éléments vous seront tous retransmis par mail, donc à la fois le diaporama, vous pourrez retrouver l'intégralité du webinaire sur la chaîne YouTube de l'ARB, donc tout ça vous sera transmis
par mail. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, puisqu'on fait des posts à peu près tous les 2 jours, le mardi et le jeudi, pour vous informer de la séquence ERC en Occitanie et pas que, puisqu'on prend pas mal d'infos d'ordre national sur tous les sujets liés à l'ERC biodiversité. Voilà, bah écoutez, on a un tout petit peu dépassé, j'espère que c'est pas trop grave pour vous, et puis on vous dit bah, à très bientôt au 13 avril de 14 h à 16 h. Merci beaucoup.